Bonjour à tous, je suis Keyongepna Claudia, étudiante à la faculté des sciences de l'université de Douala, par ailleurs représentante du groupe Spark AI, dont les membres sont Ganji Renel, Nana Darnel et bien évidemment moi-même. Alors le but de notre projet est l'utilisation d'un arbre de décision pour la détection du cancer du sein. Alors pour faire simple, nous devons être capables de construire un modèle de machine learning qui prend en entrée les caractéristiques du sein d'un patient telles que la compacité, la souplesse, la texture ou encore le rayon moyen pour nous dire si le patient est atteint du cancer du sein ou pas. Tout d'abord, c'est quoi le cancer du sein? Le cancer du sein est une tumeur maligne qui se développe généralement dans les glandes mammaires et aussi à d'autres parties du corps humain. Alors, dans notre projet, nous utiliserons beaucoup plus les termes tumeur maligne pour désigner les personnes atteintes de la maladie et tumeur bénigne pour désigner les personnes non atteintes du cancer du sein. Alors, retrouvons-nous tout de suite pour la présentation générale de notre projet. Arbre de décision pour la détection du cancer du sein. Après avoir téléchargé les bibliothèques nécessaires pour l'établissement de notre modèle, nous pourrons visualiser notre dataset qui se trouve dans sklearn.dataset. Nous la visualisons, ce sont toujours des chiffres et des lettres. Nous la transformons en data frame. Voici à quoi ressemble notre ensemble de données. Le rayon moyen, la texture moyen, le périmètre moyen, l'air moyen, la compacité moyen, concavité moyen, souplesse moyenne. On regarde si notre ensemble de données contient des valeurs manquantes ou des valeurs absentes. Et il n'y en a pas. En analyse des données exploratives, on voit combien de colonnes et quel type de données sont contenues dans notre ensemble de données. On voit que ce sont des flottes, des réels et ça utilise 135,7 kilobits de mémoire. Donc on a 31 colonnes, donc 31 features. Avec généralement la dernière colonne label qui nous dit si la personne est atteinte de la maladie ou non. On pourra aussi regarder la relation entre min texture et min radius. On peut toujours regarder le minimum du rayon moyen, le maximum du rayon moyen et ainsi que d'autres caractéristiques. On peut aussi regarder la matrice de corrélation ou bien le heatmap entre toutes les variables de notre ensemble de données. Là voici un chiffre. Pour le pré-traitement, nous sommes en train de faire une standardisation de notre ensemble de données. On crée une variable scaler pour stocker l'ensemble de données après avoir effectué les opérations de standardisation qui sont le centrage et la mise à l'échelle. Pour le centrage, on soustrait la moyenne de la colonne à la valeur de chaque élément de la colonne. Et pour la mise à l'échelle, il s'agit de calculer l'écart type de la colonne et ensuite diviser les valeurs centrées par cet écart type. Après cela, on divise l'ensemble de données en 4 ensembles, 2 ensembles pour l'entraînement et 2 ensembles pour la validation. Le processus d'entraînement consiste à trouver la profondeur optimale pour l'arbre de décision qui maximise la précision au niveau de l'ensemble de validation. Pour cela, nous utilisons une boucle for qui va, pour chaque valeur de 1 à 15, entraîner le modèle et stocker les différentes précisions dans des variables qui sont des listes, training accuracy et validation accuracy. Le résultat est visible sur le plot ou le graphe suivant. En évaluation, on a vu sur le graphe précédent que pour une profondeur de 3, l'arbre de décision donnait une précision maximale sur l'ensemble de validation. Mais est-ce que ce résultat reste optimal pour de nouvelles valeurs? C'est ce que nous allons voir dans la partie évaluation. Pour chacune des 15 valeurs de la profondeur de l'arbre, nous effectuons une validation croisée en stockant toujours les résultats des précisions sur l'entraînement et sur la validation.
Mais cette fois, l'ensemble d'entraînement est subdivisé en 5 sous-ensembles. Et nous visualisons les courbes pour la moyenne et pour la précision d'entraînement et l'écart type sur l'ensemble d'entraînement et de validation. Après cela, on peut vérifier les résultats en visualisant la matrice de confusion pour ce modèle. Sans aucun doute, la profondeur optimale reste 3 pour cet ensemble de validation. On note que la validation croisée est une technique statistique couramment utilisée en apprentissage automatique pour évaluer la performance d'un modèle sur des données invisibles. Elle permet d'estimer de manière plus fiable la capacité d'un modèle à généraliser de nouvelles données, ce qui est crucial pour éviter le surapprentissage et garantir la robustesse du modèle.